Et tous les lundis, mardis et mercredis, dès 21h, dans Tout au clair. Tout au clair, votre talk show interactif de débat sans complaisance et sans détour sur l'actualité politique, économique, sociétale, culturelle et internationale. Un nouveau regard avec nos invités qui disent tout. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, M. Tiffer. En 2016, on s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? Ce n'est pas 3 personnes. C'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarquées à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Rendez-vous donc tous les lundis, mardis, mercredis, dès 21h sur LTM, la télévision du monde. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Merci d'être au rendez-vous de Tout au clair. Dernière livraison de cette semaine. Une livraison essentiellement consacrée à l'international, notamment à la 11e session extraordinaire de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, mais également la présidentielle en République démocratique du Congo. Et pour ce qui est de cette actualité, la 11e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevée le 18 novembre 2018 dernier à Addis Abeba en Éthiopie sur une note de satisfaction, une note positive. La vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, Philemon Yang, Premier ministre chef du gouvernement présent au siège de l'institution panafricaine, s'est résolu à rendre l'organisation plus efficace à travers une refonte mise en chantier depuis 2016, soit 2 ans déjà. Il était aussi question de réfléchir aux moyens de garantir l'autonomie financière de cette institution. Cette mission exaltante, à plus d'un titre, a été confiée au président du Rwanda, Paul Kagame, au sortir du sommet de Nouakchott. Où en est-on? Les réformes amorcées ont-elles porté des fruits? L'autonomie financière engagée étant souhaitée et même envisagée par les chefs d'État et de gouvernement est-elle en marche? Des questions et bien d'autres qui méritent qu'on s'y consacre véritablement sur Tout au clair. Livraison de ce mercredi sur la télévision du Monde. Aussi, et alors que à l'Union africaine, l'on parle de réforme en République démocratique du Congo, l'actualité politique reste principalement dominée par la tenue des élections générales du 23 décembre 2018 prochain, des échéances électorales qui vont mettre en place un nouveau président de la République. Donc, la succession de Joseph Kabila est définitivement ouverte après pratiquement 2 ans d'atermoiement, une nouvelle assemblée nationale, bref, qui vont donner une autre configuration de la classe politique de la République démocratique du Congo, post-Joseph Kabila, qui a désigné même son dauphin, Ramazani Shadari. En face, l'opposition, quant à elle, bien qu'ayant ses leaders politiques, cherche encore ses repères sur le terrain. Une coalition a même été initiée en Suisse, en Genève, pour faire face au régime de Kabila. Seulement, cette initiative est morte quelques heures seulement après sa mise au vert. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Les oppositions africaines sont-elles maudites? Peuvent-elles véritablement porter et impulser le développement des pays africains et donc du continent noir? Des problématiques qui seront également abordées et qui nous interpellent ce soir dans le cadre de cette autre émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est votre émission de talk show, de débat, où tout est dit dans le sens de la vérité et pour apporter des éclairages à vous téléspectateurs à la maison. Tout au clair est une livraison d'un talk show qui se veut interactif à travers un numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran, le 6 99 57 30 26, et donc le code d'accès à ce programme. Dans quelques instants, la présentation du panel.
4 messieurs ont été appelés à prendre part et à participer dignement, solennellement et surtout avec dextérité dans cette tribune de la vérité où tout est mis sur la table pour apporter des éclairages à vous téléspectateurs à la maison, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous encourager dans le cadre de cette production du groupe audiovisuel RTM et LTM Télévision avec à la supervision générale Madame Dinali, la PDG. Je voudrais donc vous dire, ils sont donc 4 qui avaient été interpellés, mais ce soir, 3 ont répondu à l'appel. Le 4e, du moins le groupe du 4e, a bien voulu présenter ses excuses et ne pourra pas être des nôtres dans le cadre de cette livraison, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À la dernière minute, nous avons reçu un message de la hiérarchie du parti qui annulait la participation de ce représentant dans cette émission de Tout au clair de ce soir. Nous espérons pouvoir les avoir dans les autres livraisons. Mais pour ce qui est du débat qui va se faire avec les 3 autres invités sur ce plateau, nous commençons par notre extrême droite, un monsieur qu'on ne présente plus dans la classe politique camerounaise. Il a fait ses armes dans l'opposition, notamment le Social Democratic Front. Il a quitté ce parti politique de l'opposition et il est resté tout de même un citoyen camerounais, du moins un homme politique dans la liberté la plus totale. Lui, c'est Abel Elim Bilobé. Monsieur Elim Bilobé, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Ça faisait un moment qu'on ne vous a pas vu. Oui, et merci de me permettre de découvrir cette nouvelle production que j'ai eu l'occasion de regarder. Et je voudrais vous féliciter, votre établissement, pour la création de cette émission qui est un style nouveau. Je pense qu'elle fera ses classes parmi l'ensemble des productions de ce genre. Merci à vous encore d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. À côté de vous également, qui a fait ses armes dans l'opposition depuis les années de Braise, même jusqu'à aujourd'hui. Il est le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, Sam Baka Cyril, c'est son nom. Il est donc là ce soir avec nous et avec lui également. On va essayer de rester dans la vérité de cette émission parce que la thématique est la vraie thématique, c'est dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sans être dans un tribunal. Bonsoir. Bonsoir Boutomé, je pense que les téléspectateurs conviendraient avec nous ici que Sam Baka a toujours été constant. Donc je pense que ce qu'est la vérité, ce que j'estime être la vérité, c'est de ma corde, c'est-à-dire que c'est le style que j'aime et j'espère que, ma foi, je serai à la hauteur. Merci à vous d'avoir accepté d'être là ce soir en face. Un militant de l'Union des populations du Cameroun, un vieux de la vieille également dans ce parti politique. Il est d'ailleurs membre, je pense, du bureau directeur, si je ne m'abuse. Comité directeur, voilà pour être plus précis. Il s'appelle Malangeyeke Marcel, il est donc là ce soir. Bonsoir, monsieur Malangé. Oui, bonsoir à tous vos téléspectateurs et c'est un véritable plaisir renouvelé de me retrouver ici ce soir. Un plaisir renouvelé également de vous avoir. Les thématiques sont doubles ce soir. Nous avons une thématique qui porte sur la session extraordinaire de l'Union africaine, mais aussi une autre qui parle aussi de l'international, la présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposition en miettes, l'opposition complètement divisée dans ce pays, ce géant de l'Afrique, notamment de l'Afrique centrale. Alors nous allons ouvrir le débat avec bien évidemment cette 11e session session extraordinaire de l'Union africaine. On veut vouloir comprendre avec vous, messieurs, cette session vient de se tenir à Addis Abeba et notamment on va commencer avec Cyril Sam Baka. Quels étaient les enjeux de cette rencontre qui a réuni à Addis Abeba une vingtaine de chefs d'État du gouvernement? Je dois dire qu'après maintes réflexions et puis analyses, l'Union africaine a une tendance à des gens qui pensent qu'il faut évoluer. Il faut que l'Union africaine soit indépendante. Il faut que l'Union africaine fasse des réformes. Et je crois que c'était pour la première fois que cela avait été fait, dit et confié au président Kagame. Et nous savons très bien la rigueur du président Kagame.
Donc il a mis en route un cahier de charges. Je dois dire que ce cahier de charges qui va s'achever, il s'achève avec un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que, ma foi, quand les chefs d'État se sont retrouvés, et je crois qu'ils n'ont pas adopté entièrement les propositions de ce que on leur, notamment la nomination des commissaires. Donc je dois dire que nous partons de là avec un goût d'inachevé parce que le président de la commission se voit imposer des commissaires. Or, je crois que quand on veut faire un bon travail, quand on vous a choisi et on vous a mandaté pour faire ce travail, on vous laisse un tout petit peu les mains libres pour pouvoir y arriver. Alors, M. Nebiloubé, y avait-il urgence de procéder à ces réformes au sein de cette organisation panafricaine? Vu de l'extérieur, peut-être oui. Ben écoutez, ceux qui combattent ne sont pas membres. Ceux qui sont membres, c'est les États, et ces États sont représentés par des chefs d'État. Et on sait que globalement, les chefs d'État ont une propension à une certaine forme de maintien de ce qui existe. Parce que les réformes font peur. Et les réformes laissent penser que la souveraineté des États pourrait être mise en œuvre, à mal quoi. Mais bon, disons que l'idée a été globalement admise lors du dernier sommet et il y a eu des travaux. Je dois d'ailleurs rappeler que c'est un ancien ministre camerounais, M. Mokoko Mbodjo, qui a été admis, choisi par ses pairs comme l'un des responsables des opérations visant à, disons, moderniser un peu l'Union africaine. C'est un tout petit honneur pour le Cameroun, mais les réformes, on sait que le fonctionnement de l'Union africaine pose beaucoup de problèmes. Et la souveraineté de cet organisme est entachée par le fait, qui est un ancien fait et qui est d'ailleurs constitutif. Le budget de cet organisme est essentiellement pourvu par des pays étrangers, ce qui amoindrit beaucoup la responsabilité et l'indépendance en quelque sorte des pays membres et même de l'organisation. Donc M. Kagame était chargé de proposer des formules pour pouvoir trouver des financements additionnels permettant à l'Union africaine d'avoir un budget relativement autonome. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu échec en tant que tel. Je crois que c'est un travail qui doit se poursuivre au niveau de la commission. Les choses ne font que commencer. Donc, je suis de ceux qui pensent que les organisations de cette nature, tout comme l'ONU elle-même, l'idée de réformer l'ONU, ça ne se fera pas avec une baguette magique. Il y a longtemps qu'on pense qu'il faut changer la formule du Conseil de sécurité. Et vous voyez bien qu'on n'y est pas encore. Donc il faut que les gens soient persévérants. C'est une œuvre de longue haleine, mais c'est une œuvre dont le bien fondé est établi. Le bien fondé est établi, donc on peut dire qu'il y avait véritablement intérêt à revoir le fonctionnement de l'Union africaine et davantage. Est-ce que ces réformes peuvent avoir un impact direct dans le vécu des Africains? Vous savez, moi je n'aborderai pas le problème sous le même prisme que je n'emprunterai pas votre couloir parce que je vais essayer de fragmenter. Quand on sait que l'Afrique a été partagée pendant 4 mois, de novembre 1884 à février 1885, que des gens ont travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois pour se partager l'Afrique, quand on sait que la socialisation de l'Afrique a été programmée sur plusieurs décennies, et maintenant,
on tombe à l'OUA, puis à l'Union africaine. Pour parler de l'Union africaine, puisque c'est le sujet, alors comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'une organisation comme celle-là, qui avait un budget de 782 millions de dollars, un budget de 282 millions de dollars pour 2007, et que ce budget soit financé aux 3/4 par des partenaires étrangers, comment voulez-vous qu'une telle organisation puisse vous travailler pour l'Afrique? C'est d'autres qui payent pour son fonctionnement. Comment est-ce qu'elle peut honnêtement travailler pour l'Afrique? Nous avons vu, j'ai un triste souvenir, beaucoup de panafricains aussi, c'est des événements qui se sont passés en Libye, et puis en Côte d'Ivoire tout à côté, qui nous ont démontré à suffisance que cette Union africaine-là a un problème. Maintenant, pour parler des réformes proprement dites, il était question qu'on élise le président de la commission et que le président de la commission désigne le vice-président et les autres commissaires, qui devraient d'ailleurs passer de 8 à 6, quelque chose comme ça. Bon, ça n'est pas passé. L'autre réforme, c'est que dans la perspective de s'autofinancer, il a été prévu qu'on taxerait les importations des pays à 2%, à 2%, ce qui pourrait ramener entre 900 et 1200 millions d'euros dans les caisses de trucs. Malheureusement, ça n'en passe pas. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions justes. Est-ce que la socialisation, la véritable socialisation des responsables africains, elle est effective? Si elle est effective, elle va dans quel sens? C'est pourquoi ce n'est pas le débat ici. Nous, à l'UPC, nous avons déjà pensé au concept de la socialisation inverse. Oui. Oui. C'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qu'on va remettre sur la place, comme nous avons mis sur la place politique le débat national inclusif depuis notre congrès de 2014. Personne ne nous a écoutés et nous y voilà. Alors la question du financement de l'Union africaine revient une fois, deux fois, plusieurs fois dans plusieurs sommets qui sont tenus. Cyril Sambaka, comment comprendre que l'argent qui finance cette organisation panafricaine vienne essentiellement de l'Union européenne et d'autres partenaires au développement? Oui, je dois dire que pour qu'on arrive à quelque chose de sérieux, il faut qu'il y ait cette volonté politique. Quand vous voyez déjà, il y a un sommet de l'Union africaine et que c'est la moitié des chefs d'État qui y viennent, ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Ensuite, quand vous observez bien comment est-ce que nos dirigeants africains se sont toujours comportés, ils se sont toujours comportés en riches mendiants. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons nos pays qui pensent que le développement ne peut se faire qu'avec l'apport extérieur, qui pensent que des investisseurs ne peuvent qu'être étrangers. Vous voyez, cette mentalité doit pouvoir partir pour que nous puissions comprendre cela. Maintenant, quand vous regardez des résolutions qui ont été prises successivement au niveau de l'Union africaine, elles n'ont jamais été respectées. Vous comprenez? Elles n'ont jamais été respectées. Ça veut dire que nos dirigeants ne se prennent pas au sérieux, ne prennent pas l'Afrique au sérieux et ne prennent pas cette organisation au sérieux. C'est la raison principale pour laquelle elle baigne dans la facilité. Il faut parcourir le monde entier pour qu'on vienne nous financer, nous les pauvres mendiants. Vous voyez, alors qu'en réalité, la richesse du monde est bien concentrée en Afrique. Donc, si nous prenons conscience que nous ne pouvons pas développer l'Afrique quand on demande à être sous tutelle, vous voyez, c'est un début de solution. Et c'est pour cette raison précisément que je disais que quelqu'un comme Kagame, qui a une certaine poigne, qui a peut-être une certaine volonté, n'a pas fini de travailler. Mais il parce que la traîne. Ce qu'il a fait et ce qu'il a proposé, on l'a démantelé lors de ce sommet. Vous comprenez, ça a été démantelé par qui? Par les chefs d'État. Les chefs d'État ne veulent pas comprendre que l'Afrique doit s'émanciper. Et c'est une organisation, je ne pense pas que si Kwame Nkrumah aujourd'hui venait à ressusciter, il serait fier de toutes ces années perdues. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu des bâtisseurs qui ont eu une idée, mais elle a été dévoyée
par les différents gouvernements qui se sont succédés pour ne pas avoir cette autonomie. Aujourd'hui, les populations demandent l'autonomie, même des régions, l'autonomie des communes, etc., etc. C'est le même sentiment partout en Afrique. Malheureusement, les dirigeants n'y voient pas leur intérêt et pensent que c'est plus facile d'aller demander de l'aide et qu'on se mette sous la tutelle de ces aides-là. Et c'est ce qui arrive. Donc, on peut continuer, mais il faut continuer avec la volonté d'arriver à un objectif, mettre en place un calendrier et des mécanismes qui puissent permettre que les Africains soient fiers de cette organisation et disent que, voilà, on va y arriver. Alors, Abel Limilobé, est-ce que vous êtes fier de cette organisation, l'Union africaine, qui a du mal à s'autofinancer, qui trouve les financements ailleurs? Et est-ce qu'il est possible de pouvoir prendre de l'argent en Afrique pour financer l'Union africaine? Oui, là encore on peut dire qu'il veut peu. Mais ce n'est pas un problème de fierté. Ça ne se pose pas, pour moi, ça ne se pose pas en termes de fierté. Vous savez, les processus d'émancipation politique sont des processus longs. C'est des processus longs. Les processus d'affermissement culturel, les processus de construction de souveraineté sont des processus longs. Ça prend plusieurs générations. Ce n'est jamais... C'est une excuse pour permettre... Non, ce n'est pas une excuse. C'est une façon de comprendre ce qui se passe. Ce que vous voyez à l'Union africaine, on le voit d'abord dans les organisations sous-régionales. Vous avez de nombreuses organisations sous-régionales qui ont de la peine à fonctionner efficacement. Les organisations d'Afrique centrale, la CEDEAO, la CEMAC, la CEDEAO qui a un tout petit peu plus de vitalité que la CEMAC, mais qui est sa sœur jumelle, que ce soit dans les pays d'Afrique australe avec la SADC, vous avez les mêmes problèmes, mais ça va plus loin et c'est plus ancien. Vous avez dans le cadre de la coopération sous-régionale, les établissements universitaires spécialisés que les États ont eu l'idée de créer souvent. Parce qu'on s'est dit un État à lui tout seul ne pouvait pas. Par exemple, des écoles vétérinaires. Vous avez l'école vétérinaire qui était ce qu'on appelait les écoles inter-États. C'est-à-dire que c'est plusieurs États qui se mettaient ensemble pour les créer. Quand vous allez regarder, vous trouvez que tous ces établissements de cette nature-là ont beaucoup de problèmes budgétaires. Beaucoup d'États membres n'arrivent pas à payer leurs cotisations. Pourtant, ils continuent à envoyer des enfants. Très souvent, même ça a donné lieu à des formes de nationalisation. Par exemple, au Cameroun, le CRADACT, par exemple, l'IFOD, par exemple, la vieille ECJ, l'IPD, des choses comme ça. C'est des établissements inter-États. C'est plusieurs États qui s'étaient mis ensemble. Mais parce que les États ne finançaient pas. Même les miens, l'école militaire interarmes, était une école sous-régionale. Hein? C'était une école africaine. C'est pour ça que vous avez des chefs d'État venus comme du Burkina, etc. Les Thomas Sankara, les Blaise Compaoré, qui sont passés par là. Mais à la fin, c'est devenu une école nationale parce que les États membres avaient de la peine à financer. Donc c'est un vieux problème. Comment comprendre que les États membres de l'Union africaine ont du mal à financer cette organisation? Oui, on peut en partie prendre le raisonnement que le président Sambaka vient de mettre sous la table. C'est-à-dire que ça explique d'ailleurs la demande que nous avons en ce moment du renouvellement de la classe politique. Mais le problème est plus complexe que ça. Parce que entre la génération des fondateurs, les gens comme les Nkrumah et les autres, les Nasser, et même Kadhafi qui vient juste un tout petit peu après, entre ces gens-là et ceux qui sont là aujourd'hui, il faut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, il y a 10-15 ans, se comportaient comme nous. Ils étaient tous révolutionnaires. Ils posaient tous les mêmes problèmes. Pourquoi on n'arrive pas? Ils posaient les problèmes de souveraineté. Mais une fois arrivés aux affaires, la réalité du pouvoir politique entraîne que les gens changent de paradigme. Ils sont confrontés à des tas de pesanteurs, à des contingences. Il ne faut pas croire que le changement de mentalité est quelque chose qui peut obéir à un ordre du type baguette magique et ça se fait du coup. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que effectivement, il faut changer les générations pour être capable d'oser un peu plus. Et c'est des constructions qui seront longues. Je ne suis pas sûr que si nous tous qui parlons aujourd'hui et qui constituons les oppositions africaines, on arrivait au pouvoir,
demain, l'Union africaine serait autonome, se financerait elle-même et tout irait pour le meilleur des mondes possible. Parce que nous avons des organisations sous-régionales qui n'attendent pas le financement extérieur. D'accord. Mais qui n'attendent que le financement des États membres. Mais ces financements ne viennent pas. Mais ils arrivent à fonctionner tout de même. Alors, où trouver l'argent en Afrique pour financer l'Union africaine? Avant de répondre à cette question, je voudrais soulever que il y a un problème de volonté politique. On reprend les réformes qui ont été proposées par M. Kagame, par exemple, qui suggérait que l'Assemblée générale des chefs d'État élise le président de la Commission. Et que le président de la Commission, ayant un projet, une vision pendant son mandat, désigne le vice-président et les commissaires. Ça lui donnerait une certaine marge de manœuvre. Ça a été bloqué. Pourquoi? Effectivement, ça a été bloqué parce que des gens voulaient que le président soit sur le même piédestal que le président de la commission soit sur le même piédestal que les autres commissaires et le vice-président qui vont se revendiquer, qui vont revendiquer le même décret, comme si on peut essayer de dire. Oui, on a été élu sur la même ligne, donc tu n'as pas d'ordre à nous donner. Et c'est cette mentalité-là qui bloque. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'argent, Monsieur Mtomé, soyons un peu sérieux. L'argent n'est jamais tombé du ciel nulle part. Les autres, ils trouvent de l'argent haut. Si on va regarder, prenons le cas du Cameroun, qui n'est pas très bon payeur, n'est-ce pas? Si on taxe des importations de luxe que les dirigeants font ici au Cameroun à 2% pour financer ces trucs-là, on trouvera de l'argent. Si cela s'applique à tous les États, mais les États, même sur ce plan-là, Kagame l'a proposé, qu'on taxe les importations de luxe. Les premiers qui se sont insurgés contre ça, c'était les Sud-Africains. C'était les Sud-Africains, parce qu'ils estimaient qu'en faisant 2% de leurs importations, ils verseraient plus d'argent qu'ils ne versent d'habitude. Ils sont les principaux payeurs, les plus grands payeurs. Il y a 5. Ils ont une économie forte aussi. Il y a le Nigeria, il y a l'Algérie, l'Égypte, la République sud-africaine, et puis il y a un autre État là, qui sont les principaux le Maroc qui de son retour alors trouver de l'argent n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ces institutions-là fonctionnent, elles doivent toujours rester en coupe réglée pour nous amener à ce que M. Ilimbi Lobe disait tout à l'heure, pour conserver, nous garder dans les oppositions africaines. Moi, je ne me reconnais pas comme faisant partie des oppositions africaines, parce que opposition africaine, selon notre vocable, est très péjoratif. C'est des oppositions aux oppositions. Vous comprenez? Moi, je me refuse donc l'identification d'être un opposant à l'opposant. Je ne peux pas être un opposant à un autre opposant. Alors, mais toujours ma vision globale de l'Afrique, comment je pourrais dire, l'harmonisation, dans tous les pays du monde, des grands groupes se font. Que des grands groupes qui se font. L'Europe se regroupe. Il y a des regroupements partout. Et je ne peux pas comprendre, et nous ne devrions pas être seuls à ne pas pouvoir comprendre pourquoi ce n'est qu'en Afrique qu'il y a ce blocage. C'est parce que quand l'Union africaine se constituait, on n'a pas laissé des Africains, ou alors ce n'était pas des Africains qui ont conçu les textes fondamentaux de l'Union africaine. Regardez par exemple, la preuve est là, le président Kagame lui propose juste, et lui il va même plus loin, il propose la réduction de 40% de l'apport des donateurs. Mais ça n'a pas marché. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc il y a un problème. Ce machin-là, il faut s'en méfier. Est-ce que les intérêts ne sont pas ailleurs, véritablement, à Belnimbele? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand on aborde les problèmes comme ça, avec la supposée culture révolutionnaire, où on croit que là on construit la souveraineté dès qu'on a parlé, on va se tromper. Il y a un problème qui est lié à une forme de sentiment que la construction des organismes supra-étatiques, véritablement autonomes, pose le problème de la souveraineté des États-nations. C'est un problème qui n'est pas facile. Quand vous regardez les attaques dont l'Union européenne est victime, dans tous les pays européens aujourd'hui, la quasi-totalité des pays européens est sur le point d'être gouvernée par des extrêmes droites.
qui revendiquent la disparition de l'Union européenne. Nous avons affaire là-bas à des nations économiquement prospères, à des nations qui sont anciennes, mais vous voyez très bien que l'idée de céder une partie de sa souveraineté à des supra-organismes, des organismes supra-étatiques, n'est pas si bienvenue. Même là-bas, on a déjà créé l'Union européenne, elle fonctionne. Mais vous voyez l'Angleterre qui sort. Vous voyez la France qui se bat. Vous avez en France des courants politiques qui veulent sortir de l'Union européenne. Parce qu'on pense que la politique d'un État doit être pensée par l'État et non par des fonctionnaires supra-étatiques basés quelque part. C'est pour ça que l'indépendance des commissaires pose un problème. Vous voyez, l'indépendance des commissaires européens pose un problème aux États européens. Les commissaires européens basés à Bruxelles prennent un certain nombre de mesures qui vont souvent à l'encontre des politiques nationales qui, elles sont pensées par un élu local qui est là, qui a besoin de faire des choses parce qu'il pense que c'est ça qui est bon pour sa nation. Mais vous avez la main supra-étatique des commissaires européens qui vous disent. Donc, à l'image des problèmes de l'Union européenne, vous avez des États africains qui sont réticents, qui pensent que des gens vont s'asseoir à Addis Abeba et définir, par exemple, un certain nombre de limites budgétaires, un certain nombre de contraintes budgétaires qui pourraient peser sur les États, etc. Toutes ces appréhensions sont à mettre sur la table de la réflexion. Alors, et dire que, au regard de tout ça, il faut une détermination, certes, d'une nouvelle catégorie, une nouvelle génération d'hommes politiques, mais en même temps, il faut savoir que c'est des constructions longues. Alors, construction longue, on l'a compris à Bel-Limbilo, mais il reste que des démarches et des initiatives ont été engagées par Paul Kagame pour assurer l'autonomie financière à cette organisation panafricaine. Mais est-ce que malgré ces réformes qui tardent à venir, si jamais elles arrivent, est-ce que l'Union africaine peut se sentir véritablement forte pour être efficace sur le terrain? Il faut que l'Union africaine, il faut que l'Afrique soit forte. Je pense que tout le monde est d'accord que l'Afrique regorge de tout pour être forte. Le problème qui se pose, c'est que cette Afrique a été fragmentée par les Occidentaux. Vous comprenez? C'est eux qui nous ont défini nos frontières, c'est eux qui ont fait tout. Maintenant, nous avons besoin d'unité. Quand on dit l'Union africaine, c'est parce qu'on a un objectif. L'Union africaine doit donc penser comment arriver à atteindre ses objectifs. Or, quand la mission est confiée pour réformer, parce que, ayant constaté qu'on tournait en rond et que nous passions notre temps à demander de l'argent qui venait de l'extérieur. On continue à demander de l'argent. On continue à demander de l'argent. Il y a des Africains qui adorent cela, c'est-à-dire que pour eux, ils pensent que le noir, l'Africain, est fait pour mendier. Or, le potentiel des Africains est très fort. De tous ces pays que vous voyez là, il ne manque pas d'argent pour que les gens qui gouvernent soient à l'aise. Vous comprenez? Ils sont à l'aise. On peut faire des économies pour que nous puissions financer l'Union africaine et aller vers l'indépendance. Mais malheureusement, ça n'intéresse pas les gens. Et vous voyez, s'il y avait cette volonté politique au départ, on ne verrait pas une Union africaine qui doit faire un bilan, n'est-ce pas, sur les réformes engagées, voire la moitié des chefs d'État absents. Vous comprenez? Donc quand vous voyez cela, vous comprenez qu'il n'y a pas encore une volonté politique pour atteindre l'objectif qu'on dit vouloir atteindre. Donc c'est encore une organisation qui n'a pas de racines, qui est encore téléguidée, qui est encore assistée. Or, l'enfant doit s'émanciper. Et pour que l'enfant s'émancipe, il faut qu'il y ait cette volonté d'émancipation. Nous ne l'avons pas encore. Et ma foi, ceux en Afrique qui essayent de se déterminer comme des gens qui veulent faire avancer l'Afrique, retrouvent des freins. Quand on dit que les chefs d'État ont confié une mission à un président de commission, on doit laisser ce monsieur avoir tous les moyens et l'évaluer. Et voir le si... président de la commission s'appelle Moussa Faki Mahamat. Oui, il faut voir
si ce monsieur, il faut l'évaluer, il faut voir s'il est en train d'atteindre ces objectifs qu'on a définis. Parce que vous ne pouvez pas définir des objectifs et vous-même y mettre des freins. Il faut donner la capacité à le faire. Or, en Afrique, on a l'impression que ce qu'on appelle souveraineté, n'est-ce pas, va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que une souveraineté doit se comprendre comme quelque chose qui, grâce à cela, on va de l'avant. Mais souveraineté, dans le sens propre africain, ça veut tout simplement dire que ce que vous avez décidé là-bas, ça ne me concerne pas. Donc pourquoi les gens se retrouvent, pourquoi les gens ont des objectifs, pourquoi les gens trompent les peuples, c'est ça la question. Et vous voyez bien que dans le domaine économique même, il y a de grandes puissances qui disent que l'argent qu'on veut retirer des importations, n'est-ce pas, cet argent-là ne cadre pas avec le commerce mondial. Donc on est en train de violer les accords. Donc quand on a fini de le dire, vous allez trouver de l'argent où? Vous allez continuer votre mendicité. C'est de ça qu'il s'agit. Les pays africains sont résolument déterminés à rester mendiants. Si je m'en tiens au propos de Cyril Sambaka, pourtant, il y a eu une idée qui a été émise, c'est que désormais, les pays insolvables au sein de l'Union africaine doivent pouvoir être sanctionnés. Est-ce qu'on peut arriver à sanctionner un pays membre de l'Union africaine qui n'a pas régulièrement payé ses cotisations? Oui, avant de commencer, je ne laisserai pas M. Sambaka Elimbilou dire que des visées ou des approches de supposés révolutionnaires. C'est très péjoratif de parler comme ça. Donc, en fait, la révolution est un rêve. Quand on n'a pas de rêve, on n'a pas de vision. Ok? Cela étant dit, pour revenir à... Il y a une notion trouble. Et c'est pourquoi je vais revenir à la socialisation inverse. Nous avons été mal socialisés. Beaucoup de gens n'en ont pas pris conscience. Et jusqu'à maintenant, très peu de gens en prennent conscience parce qu'on a des diplômes, on a des qualifications qui sont établies par d'autres, mais qui ne tiennent pas compte de ce que nous sommes nous-mêmes. C'est pourquoi je pourrais très bien dire, comme ce qui le disait, qu'il a une ceinture d'écorce avec des épines, au lieu de dire ceinture noire et des dents. Lui, il avait une ceinture d'écorce. Il y avait un artiste cambodais qui me disait, c'est juste une métaphore. Pour dire quoi? Pour dire que le fonctionnement des regroupements où on mettait un pan de sa souveraineté ne peut pas être quelque chose de nouveau pour nous. Si nous prenons le cas, prenons un cas, sur une petite échelle. On prend un regroupement comme Ndongondo qui intéressait les populations riveraines de Sawa, qui étaient qu'on pouvait considérer comme de micro-nationalités. Il y avait des chefs partout. Il y avait un chef à Kribi, il y avait un chef chez mon frère Sambaka, il y avait aussi, même chez les Mang et tout ça. Mais tous s'étaient regroupés, ils avaient accepté de donner une partie de leur souveraineté au grand organisme qui était le Ngondo, qui résolvait une certaine qualité de problème. Et les gens ne s'en portaient pas plus mal. Alors si on essaie de transposer cette expérience nôtre sur des structures qui ne sont pas... Je suis sûr que si on va même dans les anciens royaumes de... Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change en fait? L'homme a toujours... C'est-à-dire il y a une approche holistique et presque eschatologique qui voudrait que... C'est comme si on va à la fin d'un cycle. Il n'y a pas de fin d'un cycle. Il n'y a pas de fin d'un cycle. Il faut... Quand quelque chose n'a pas été bien fait, quand il faut reconnaître que beaucoup d'institutions que nous avons ici en Afrique n'ont pas été conçues par nous, n'ont pas tenu compte de nos cultures, à partir de ce moment-là, mes chers amis, il faut bien révolutionner. Et il faut des révolutionnaires pour faire la révolution. Il faut des révolutionnaires pour faire la révolution, mais Abel Limbilobe, est-ce qu'il faut forcément sanctionner pour pouvoir payer ses cotisations, pour pouvoir régler ses dettes, quand on sait que la plupart des pays africains clament toujours très haut et fort
qui sont des pays pauvres. Les révolutionnaires embêtent toujours les gens parce qu'ils parlent beaucoup et ne font rien, bavardent. Mais la pratique, elle s'impose à nous. Vous pouvez rêver si vous voulez, mais la réalité, elle est là devant vous. C'est que les États veulent des choses et ont de la peine à les mettre en œuvre. Un point, un trait. Quand vous prenez un organisme comme la CEDEAO, qui a fait beaucoup de progrès d'ailleurs, beaucoup de progrès, ne serait-ce que pour arriver en Afrique de l'Ouest à la libre circulation des personnes et des biens, c'est plus de 30 ans d'efforts pour convaincre les États réticents du bien fondé de cette option économique. Vous voyez très bien qu'en Afrique centrale, pour des organismes qui sont nés sensiblement au même moment, l'Afrique centrale n'arrive pas encore à instituer la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi? Parce que vous avez certains États en Afrique centrale qui ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé par exemple en Afrique de l'Ouest. Vous avez des États en Afrique centrale qui pensent que, et ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est des appréhensions que nourrissent même les populations, qui pensent que si vous ouvrez les frontières, les États très peuplés vous déverseront tous leurs citoyens chez vous. Donc vous avez des États qui raisonnent encore comme ça, qui ne tirent pas les leçons pour regarder par exemple qu'en Afrique de l'Ouest, où le Nigeria est là, en libre circulation avec les autres États, mais le Nigeria a toujours presque 200 millions d'habitants, il ne les a pas déversés au Togo. Le Togo qui est tout à côté, le Bénin qui est tout à côté, qui est un tout petit État, il suffirait que 30 millions de Nigérians se déplacent au Togo pour déplacer complètement l'équilibre démographique. Pourtant, il y a une libre circulation. Regardez, il y a une libre circulation des personnes entre le Cameroun et le Nigeria. Pourtant, 50 millions de Nigérians ne se sont pas déversés ici. Donc, c'est une pédagogie, ce n'est pas une révolution. Et même si c'était une révolution au sens positif du terme, c'est-à-dire un changement profond de mentalité et de l'organisation institutionnelle, ça prend du temps, un point, un trait. Ça prend du temps. Ce sont des hommes, c'est les mentalités, c'est des cultures étatiques qu'il faut changer. Ceux qui doivent le faire, c'est plusieurs générations de dirigeants volontaires. Il ne s'agit pas de clamer qu'on va faire la révolution. Donc pour revenir à l'essentiel de ce que vous étiez en train de dire, les États mauvais payeurs. Il est évident que si les États ont souscrit à la mise en œuvre d'une organisation comme ça, comme d'ailleurs des établissements spécialisés, comme ces écoles que j'ai citées tout à l'heure. Oui. Vous avez vu que beaucoup de ces écoles ont fini par être nationalisées. Bon, alors, dans le cas d'espèce des États, il va de soi qu'on doit pouvoir trouver des formules contraignantes pour amener les États... Cela permettra de renflouer les caisses? Oui, d'abord, oui, pourquoi pas, oui. Puisque quand vous devez payer des cotisations et que vous ne les payez pas, et qu'on ne peut rien vous faire, et que vous pouvez accumuler plusieurs années d'arriérés de cotisations, vous empêchez l'organisation de fonctionner. Maintenant, le problème, c'est de savoir quel type de sanctions on peut infliger à un État qui refuse de s'acquitter. Parce que quand vous allez voir, c'est un peu l'esprit, j'ai cru comprendre cela dans l'esprit des propos du président Baka tout à l'heure. Oui. La fraction, la quotité de chaque État, quand vous allez voir, ça peut être moins du centième du budget de cet État. Par exemple, la contribution du Cameroun que le Cameroun doit donner, si vous allez rapporter ça au budget de l'État du Cameroun, c'est dérisoire. Mais bon, comme il n'y a aucune pression sur le Cameroun pour payer, le Cameroun, si son dirigeant n'est pas volontariste, eh bien, vous pouvez très bien arriver à des situations où on remet à demain le paiement de la cotisation parce qu'on veut trouver de l'argent pour financer une dépense interne. Donc, je suis d'accord qu'on amène une forme de coercition, mais l'idée c'est comment le faire. Parce qu'il s'agit d'États souverains. Alors, des États souverains qui doivent apporter leur contribution pour l'évolution et bien évidemment la survie de l'Union africaine, qui est une organisation panafricaine. D'ailleurs,
on l'a dit, et le président Paul Kagame continue d'impulser une dynamique, mais est-ce que cette dynamique peut être suivie? Paul Kagame va passer la main dans les tout prochains mois. Est-ce que cette dynamique pourrait être suivie après Paul Kagame? Je pense que l'étape même de Paul Kagame n'a pas été conclue. Parce que si Paul Kagame avait fait des réformes en profondeur et accepté, à ce moment-là, on passe la main. On sait déjà qu'on a quelque chose d'acquis. Mais quand on a les commissaires là, tels que les chefs d'État ont voulu, ça veut dire qu'on a tourné en rond. Donc on n'a pas avancé d'un pas? Non, on n'a pas avancé. Parce qu'il y a eu une volonté d'avancer, parce que le dirigeant qui avait en charge était prompt à ce que les choses avancent. Mais maintenant, celui qui va le remplacer, il trouve que ça n'a pas été parachevé parce qu'il y a eu un couac au niveau des commissaires. Cela pose donc un problème parce que si nous maintenons dans ce système de commissaires-là, ça veut dire que rien ne va progresser. Et ce président de la commission va se retrouver en porte-à-faux avec ses commissaires. Donc ils vont retarder un certain nombre de choses et les choses ne pourront pas avancer. Et tout le travail qu'on aura abattu va se retrouver bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le problème d'argent est important et la volonté aussi. S'il y a des pays africains qui ne sont pas intéressés par l'Union africaine, il faut qu'on les laisse sortir de là. Il vaut mieux bâtir à 10 qu'à 50 quelque chose de solide. Vous voyez, ils ont vu l'évolution et la dynamique de l'Afrique de l'Ouest. À un moment, on a dit, les billets de banque de l'Afrique centrale ne peuvent pas être utilisés en Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest est avancée par rapport à l'Afrique centrale. Maintenant, la locomotive de l'Afrique centrale, n'ayant pas la possibilité d'imposer aux autres, parce que les petits, forcément, se mettent dans la posture des minoritaires et ils ont peur de tout. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux se greffer au Nigeria. Parce que si on se greffe au Nigeria, tous les autres pays vont nous suivre. Mais si on continue à parler de CEDEAO, cette histoire-là ne fonctionne pas. Il ne faut pas des décennies pour qu'une organisation puisse fonctionner. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas avec l'état d'esprit que nous avons. Il faut en même temps que tous les pays de l'Afrique centrale se réveillent de leur sommeil et disent, ben voilà, nous sommes en retard, il faut qu'on avance. Les autres ont avancé par rapport à nous. Mais nous n'avançons pas. Ça veut dire que le calendrier, c'est nous qui l'avons bloqué. Les autres sont en train d'avancer. Et vous voyez que ce problème est simple à comprendre quand on voit déjà au niveau du CFA comment est-ce que les choses se font. Je voulais juste un petit détail pour dire que, vous savez, la fonction diplomatique, il y a un problème diplomatique qui se pose. Lorsque vous avez un État, par exemple, M. Kagame, qui est donc... En une minute après. Oui, M. Kagame qui porte un certain nombre d'idées. Pour parvenir à l'implémentation de ces idées, ce n'est pas en Assemblée générale. Or, M. Kagame n'a pas fait le tour de l'Afrique. Il doit faire quoi, du lobbying? Il doit faire du lobbying, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il doit expliquer le bien fondé de sa vision. De pays en pays, de chef d'État en chef d'État. C'est ça la démarche. La démarche ne peut pas être péremptoire. M. Kagame ne peut pas rester chez lui, brasser les idées, venir à la session, mettre ses idées sur la table, alors que vous avez des gens qui ont une grande culture de la souveraineté, qui ne veulent pas qu'il y ait un supra, parce que dans le schéma qui est proposé, le président de la commission, s'il désigne lui-même ses commissaires, il devient un supra-gouvernement africain. Merci beaucoup. Voilà, et les États ne sont pas prêts à accepter ce supra-gouvernement africain. Oui, M. Malangé. Oui, il faut comprendre déjà que la notion de la révolution donne de l'urticaire à pas mal de gens. On ne va pas rentrer dans cette querelle de mots. Ce n'est pas une querelle de mots, je suis en train d'élaborer et vous souffrirez que vous allez jusqu'au bout. La notion de révolution donne de l'urticaire à pas mal de gens
à cause de la mauvaise socialisation. Si on prend le cas de M. Kagame, justement, avec l'Union africaine, voilà un monsieur qui a fait un travail formidable dans son propre pays, qui sort d'une longue guerre civile. Tout le monde est unanime à reconnaître que le Rwanda se porte très bien. Oui. Sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan politique, il n'y a pas de problème là-bas, même sur le plan culturel. Voilà donc un monsieur qui a fait la révolution chez lui, qui vient proposer à ses pairs. Essayons aussi ça. Et il trouve en face de lui des ultra-libéraux, mal socialisés, qui freinent des quatre fers pour que l'Union africaine n'avance pas. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire ici que on peut tous être révolutionnaires maintenant. Quand on va arriver dans la réalité, on va changer. Non. Non, c'est des opportunistes qui changent comme ça. Parce que quand on a une idée de changement, une vision de développement, aucun développement ne se fait. Il n'y a pas de messie. Aucun des deux. C'est-à-dire c'est un processus. Je veux bien. Il n'y a pas de messie en politique. Mais c'est un processus de longue haleine. Longue haleine par rapport à quoi? Ça, c'est ce sont de petites excuses. Longue haleine par rapport à quoi? Par rapport à quoi on dit que c'est une longue haleine? Ça a été une lutte de longue haleine de 94. Le Rwanda, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Le Rwanda est parti de rien, de zéro pratiquement, de 94 à aujourd'hui. Ça a été une lutte de longue haleine. Je vous rappelle que les mentalités au Cameroun étaient bien meilleures dans les années 48 à 56 qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de diplômés, il n'y avait pas autant d'ingénieurs et d'agrégés en tout et en rien, mais le Cameroun ne se portait pas plus mal. Alors on va sortir de cette problématique de l'Union africaine et de ce sommet, ce 11e sommet extraordinaire tenu à Addis Abeba, avec un biscuit, si vous le permettez bien, messieurs. Durant ces travaux, on a annoncé, il y a eu une annonce qui a été faite, que le président du MRCE, Maurice Kamto, s'est rendu à Addis Abeba. Qu'est-ce qui peut justifier que Maurice Kamto se retrouve à ce sommet-là, à Berlin-Bilebé? Bon, premièrement, il n'était pas au sommet. Vous l'avez vu au sommet? Il n'était pas au sommet. Il n'était pas au sommet. Il n'était au sommet à aucun titre. Le Cameroun était représenté à Addis Abeba par le Premier ministre et il avait toutes ses compétences à représenter le Cameroun là-bas. Et la question des élections au Cameroun ne s'est pas posée à ce sommet, elle n'était pas à l'ordre du jour. Maintenant, il y a à Addis Abeba, dans le cadre des différents démembrements de l'Union africaine, la CADEC, qui est un organisme qui se propose de mettre en œuvre cette espèce d'accord ou de traité sur la charte africaine de la démocratie et des élections, pour des élections transparentes, etc., dont le Cameroun est l'un des États qui a ratifié cette charte. Oui. Ce qui anime ça, l'organisme qui anime ça, se trouve à Addis Abeba. Donc, M. Kamto est probablement allé voir cet organisme. Mais c'est un voyage privé. Ça n'a rien d'autre qu'un simple voyage privé qui a d'ailleurs été un peu dans l'incognito au moment où il partait et qui a fait un tout petit peu de bruit au moment où il rentre, parce que ceux qui l'ont organisé et le MRC qui voudrait que cela fasse du bruit a instrumentalisé ce voyage pour faire du bruit. Mais c'est des épiphénomènes politiques. Je me rappelle, moi qui ai vécu longtemps au Sénégal, Abdoulaye Wade avait l'habitude, chaque fois que une élection était passée, et dans sa lutte contre le régime socialiste du Parti socialiste sénégalais, quand Abdoulaye Wade revenait de son long séjour de France, on organisait tout un accueil très solennel. Bon, ça n'a pas empêché Abdoulaye Wade de faire à peu près 30 ans de lutte. On le sait également, lorsque la revendication au sorti de la présidentielle a été lancée par le MRC, ce MRC de Maurice Kamto avait demandé à l'Union africaine d'accorder un recomptage des voix pour la présidentielle qui se passait. Est-ce que ce genre d'action, d'option peut prospérer alors que le président élu
a été proclamé, il a été investi et puis son septennat a démarré. Bon, ben, je ne sais pas ce que je peux dire à cela, hein, parce que, voyez-vous, le concerné lui-même, Maurice Kamto, quand il est rentré, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait pas encore quelque chose à déclarer sur ce plan. Donc, en réalité, vous allez faire le commentaire de ce qu'on n'a pas dit. Vous comprenez? Parce que lui-même il a annoncé qu'il va se prononcer. Mais nous savons que l'Union africaine, Maurice Kamto y était, parce que nous avons appris par les journaux. Tout comme nous avons appris, nous avons vu dans les réseaux sociaux, Cabral Libye à l'ONU, et on a dit qu'il était allé déposer son rapport par rapport aux élections. Donc, lui, il a peut-être précisé que c'était un rapport, ce n'était pas une... non, c'est-à-dire que ce n'était pas une requête. Bon, pour Maurice Kamto, on attend qu'il nous dise, donc, vous comprenez, il est plus sage d'attendre qu'il parle, parce que il a dit, prenez votre mal en patience, et il va le dire. Donc, anticiper sur ce qui s'est passé alors que je n'y étais pas, vous voyez, ça m'embête un peu. Vous pouvez rester silencieux. Alors, Marcel Yeke, on peut comprendre ça? Vous êtes un panafricaniste. Si on peut comprendre quoi? Le déplacement de M. Kamto à Addis Abeba? Bah oui. Il a des options politiques à jouer. Alors que la présidentielle est passée, il y a les municipales et les législatives qui arrivent. Il y a quelque chose qui est gênant dans certaines démarches. Je vais globalement rejoindre le président Sambaka, parce que je ne peux pas comprendre que la CADEC qu'on évoque, personne ne nous dit une disposition de cette charte précisément, qui peut encourager, entretenir un espoir de je ne sais quoi. Et puis de deux, M. Foguet a écrit au président de la République au nom du MRC. Alors, s'il a saisi, il a écrit au président de la République qui vient d'être réélu au nom de l'information pour demander, pas le recomptage, pour dire que les militants du MRC sont molestés à gauche, alors qu'il intervienne. Alors, il faut être cohérent. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Moi, je trouve que ce n'est même pas... Bon, comme M. Kamto lui-même a dit, il aurait demandé, parce que je ne peux pas être affirmatif, il aurait demandé à ses militants de ne pas faire de la provocation, de respecter l'administration, de ne pas faire de manifestations et tout ça. Bon, tenons-nous-en là, voilà. On s'en tient là. Oui, il n'y a pas... En 2-3 secondes, s'il vous plaît. Oui, je voudrais simplement dire que il y a effectivement des comportements ambigus qui peuvent déranger lorsqu'on analyse froidement. Mais en sachant tout de go que c'est sans issue. Premièrement parce que l'Union africaine n'a changé un gouvernement nulle part. Dans l'histoire de l'Union africaine, on n'a pas déposé un gouvernement sous la foi d'un contentieux et post-électoral. L'Union africaine peut avoir organisé des missions de pacification qui ont entraîné la mise en route d'un processus démocratique qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement. C'est ce qu'on a vu en Sierra Leone, c'est ce qu'on a vu en Libéria. Il y avait une guerre civile et l'Union africaine, à travers des organisations sous-régionales comme les Comores, etc., s'est interposée. On a stoppé la guerre, on a mis en place un processus démocratique. Ça n'a rien à voir avec un pays qui a conduit un processus électoral tout à fait ordinaire. Il y a eu un contentieux post-électoral en accord avec les mécanismes institutionnels en vigueur qui ne heurtent aucune organisation supra-étatique. Et à la fin de ce processus-là, il y a eu proclamation des résultats. Que quelqu'un ne soit pas d'accord avec ces résultats est une chose. Que l'Union africaine soit capable de venir stopper la souveraineté du Cameroun pour dire que, ok, M. Biya n'est pas élu, on va récompter les voix. Premièrement, aucune disposition dans
les tests constitutifs de l'Union africaine lui donnent la compétence de faire ce genre de choses. Elle peut faire de la médiation lorsqu'il y a une crise. On l'a vu en médiation au Kenya, à l'issue des élections kenyanes. Mais il n'y a pas de crise post-électorale au Cameroun. Peut-être que M. Kamto envisage d'en créer une, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas les moyens de ce type d'ambition. Merci beaucoup à vous, Monsieur Elimbi Lobé. Je rappelle l'émission interactive. Les SMS sont arrivés à notre contrôle. Bonsoir. Je ne fais plus confiance aux présidents africains. Pour la plupart, ils sont mal élus. Ils veulent tous demeurer au pouvoir. Ce sont uniquement des déclarations d'annonce et non des faits concrets pour la réforme de l'Union africaine. Nous restons et serons toujours des pays colonisés par la France et les autres. Bonsoir à vous sur le plateau particulièrement. Merci pour ce débat assez éclairé. Vous nous donnez ici de pouvoir comprendre ce qui ne marche pas au sein de l'Union africaine. Vivement que nos présidents africains se mettent ensemble pour impulser une nouvelle dynamique pour le continent africain. Notre SMS qui est arrivé. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous exhortons, nous, sans précision, nous exhortons les présidents africains à repenser véritablement la capitalisation, c'est ce qu'il a écrit, la capitalisation de l'Union africaine. Il voulait parler de financement, je suppose, le financement de l'Union africaine, que les États contribuent à ce que les politiques soient véritablement les politiques à même d'apporter le bien-être aux petits Africains, qu'ils se trouvent dans n'importe quel pays. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais pouvoir voir les réformes impulsées par le président Paul Kagame, qui a été un exemple pour son pays, être mises en route à l'Union africaine. Cela permettra peut-être aux pays africains de voir plus clair devant. Bonsoir également au panel. Une seule chose, un seul mot, le développement de l'Afrique. C'est un message envoyé également du Gabon. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour ces différentes contributions. Merci surtout à Monsieur Abel Elimbi Lobé. Il est un véritable panafricain et que vivement les présidents africains puissent écouter ce type de monsieur. Alors, plusieurs autres SMS sont arrivés. Pour la plupart, ils portent la même dynamique, c'est-à-dire celle de voir une organisation de l'Union africaine plus forte et régulièrement indépendante en son sein. Donc, une organisation qui puisse être financée par les pays africains et qui pourrait davantage être plus forte sur le terrain. Nous allons ouvrir également le deuxième sujet à l'ordre du jour de cette émission de Tout au clair de ce soir. Nous parlons notamment de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cette élection aura lieu le 23 décembre prochain. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, n'appelez pas à ce numéro, envoyez simplement votre message ou votre SMS WhatsApp. Cela nous permettra de pouvoir échanger avec vous à la maison. Alors, cette élection a donc lieu le 23 décembre prochain. Cyril Sam Baka, la succession au pays de Joseph Kabila est définitivement ouverte sur le chantier. Plusieurs candidats sont en liste. Un dauphin du président Kabila, mais davantage plusieurs de l'opposition. Toujours de nombreux candidats face à un du régime en place. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique. C'est l'héritage de la colonisation. Nous devons redevenir africains, tout simplement. Vous pensez que ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Cameroun, est de quel fait? C'est de l'héritage colonial. Maintenant, il faut savoir si nous voulons être des indépendants, qui voulons avancer, parce que la vérité va nous rattraper. Nous avons beau décrier que ceux qui gouvernent le font mal et pas à l'avantage des populations, mais en même temps, on donne une mauvaise image de ceux qui veulent accéder au pouvoir, qui n'arrivent pas à ça. Il ne faut pas commencer quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Il ne faut pas le commencer. Alors, vous vous retrouvez en train de dire, voilà les principaux leaders qui se retrouvent et qui disent, voilà, on va avoir un candidat unique. Mais pour avoir un candidat unique, il faut bien qu'il y ait des critères
qui soit défini. Ils sont même allés jusqu'aux élections. Bon, 2 ont quitté le navire, mais ils ont quitté le navire pour précisément ce qu'on ne doit plus voir en Afrique. Je dois d'abord préciser que le Congo démocratique, pays continent, a quelque chose de terrible avec le Cameroun, qui est le pays, l'Afrique en miniature. Sur les berges du Vouri ici, se sont retrouvés tous ces gens. Et quelque chose nous montre que le Congo démocratique et le Cameroun sont les 2 pays qui vont propulser l'Afrique. Mais alors, vous comprendrez que le Congo démocratique, lui, il a été touché. Il a déjà été touché. Et pour qu'il revienne à la normale, vous allez rencontrer des candidats qui vont dire aujourd'hui que je suis maintenant de l'opposition, et qui, quand ils vont arriver dans l'opposition, ils vont chercher à s'aborder cette opposition. Je ne veux pas citer mais je crois qu'il y a un parmi ces 7 candidats qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, à Genève. Donc, la prise de conscience populaire du peuple du Congo est plus importante. Parce que si vous voyez bien, celui qui a été désigné comme le représentant de cette opposition-là, Martin Fayulu, c'est celui qui correspond le mieux à cette situation de transition. Oui, parce que, précisément, il a été toujours droit. Il n'a jamais fléchi et il a toujours été constant. En plus de cela, ce n'est pas celui qui trimballe une masse de foule, mais c'est l'idéal pour une transition. Alors, l'idéal pour une transition, pourtant, la base congolaise estime avoir été trahie par ces 7 de l'opposition, 7 leaders de l'opposition qui sont réunis à Genève, en Suisse. Que s'est-il passé en Suisse et comment est-ce qu'on est arrivé à cette décadence quelques heures seulement après la mise en place de cette supposée coalition? Oui, il faudrait faire une petite cartographie du Congo, de la République démocratique du Congo. Cartographie politique. Bon, en prenant certains éléments, voilà un pays continent, comme disait le président, 2 345 000 km². Le Congo démocratique, 80 millions d'habitants, 400 partis politiques. Or, il se trouve là-bas que le Congo a aussi traversé une période que je baptiserais simplement une période de grande révolution, la période lumumbiste, pour arriver aux indépendances. Le Lumumba, lui, au moins, il est resté un moment, mais il a été très vite tué. Il se trouve donc qu'il y a une sorte de schisme là-bas, puisque le Congo est une insulte naturelle en matière de richesse minière. Et on ne peut pas permettre, les gens qui partageaient l'Afrique à la conférence de Berlin ne peuvent pas supporter qu'un tel pays que les choses s'y passent normalement. Les oppositions africaines y interviennent forcément. Voilà justement, il y a 3 factions, 3 grands clivages au Congo. Il y a la partie de M. Kabila qui est au pouvoir, il y a l'opposition patriotique et l'autre opposition comprador. Les 7 qui se sont retrouvés à Genève là. Mais ça c'est, honnêtement, il ne fallait même pas s'attendre à ce que Genève rapporte comment je peux dire ça, le rassemblement de Genève prospère. Parce que c'est des gens qui étaient allés à Genève avec un arrière-plan. Comment faire pour enlever Kabila? C'est pas comment faire pour redresser le Congo. Voilà un pays qui a un problème de Banyamulenge, des étrangers qui sont venus, ils ont donné un mot. Des Tutsis après des Hutus qui sont venus, à qui ils ont donné une montagne quelque part, qui crée des problèmes d'insécurité au Congo. Parce que les Banyamulenge n'étaient pas des Congolais, c'était des Hutus qui sont venus, qui fuyaient des trucs là-bas. Les Congolais les ont acceptés puisqu'ils ont un vaste territoire. Ils leur ont dit, bon, ben, restez dans une montagne là-bas. Ceux-là, ils s'y sont établis et ils ont créé des problèmes. Voilà dans le pays. Aucun des 7 qui est parti à Genève ne partait là-bas c'était pour calculer comment remplacer Kabila et comment collaborer avec les exploiteurs. La vérité donc maintenant, c'est que le peuple congolais, 40 millions d'électeurs,
il faut qu'ils se déterminent. Parce que ces gens, initialement, ils étaient 21, je crois, en septembre. En septembre. Ils étaient 21 ou 27 candidats déclarés. 7 se retrouvent là-bas. Et les conditions de leur rassemblement à Genève, nous ne les avons pas. Parce que j'ai entendu dans une interview M. Katumbi qui était en train de dire qu'il a... quand je l'ai entendu parler, ça m'a rappelé quelque chose. Il a les moyens. Il a les moyens. Ils ont des moyens de changer le truc, d'enlever Kabila. Il a même prévu une disposition de la Constitution, l'article 64, qui leur permettrait de créer une masse critique qui pourrait descendre en route et faire partie Kabila parce qu'une fraction du peuple... S'il vous plaît, M. Mtomé. Allez-y. C'était très grave. Nos frères congolais, s'ils nous écoutent, qu'ils comprennent qu'un parti comme le parti de M. Etienne Tshisekedi, qui est parti, qui est repris par son fils maintenant, c'est un parti qui a une implantation de près de 60% sur le territoire national. Ouais. Sur le territoire national. Que les Congolais, qui comprennent donc qu'en matière politique, il n'y a pas de messie. Il n'y a pas de messianisme en politique. Le processus du leadership en politique, ça se construit. Et ça se construit sur une base bien solide. Voilà. Qu'ils fassent très attention, parce que le Congo est très convoité. Et comme le disait le président tout à l'heure, c'est un pays qui est déchiré, qui doit revenir à ses fondamentaux. Abel Libilobek, qu'est-ce que la base congolaise reproche à ces 7 qui sont réunis et qui ont décidé de mettre en orbite M. Martin Fayulu? Non, la base n'a rien à leur reprocher. Parce que ce n'est pas la base qui construit les alliances. Vous connaissez une alliance politique qui se construit dans un congrès ou dans un stade où on appelle 200 ou 20 000 ou 1 million de militants de tel parti, 2 millions de militants de tel autre parti. Qu'est-ce que c'est la base? La construction des alliances politiques est du domaine des états-majors des partis. Et l'expérience des environnements où cela a réussi montre que c'est des décisions extrêmement marginales. C'est des minorités qui les prennent. Ça ne se passe pas dans des congrès. Ça ne se passe nulle part. On a fait des alliances, on est allé 2000 personnes se mettre ensemble pour décider de ça. Bon. On ne va pas apprendre aux Congolais à faire des alliances. Moi, je préfère les exhorter. Je préfère exhorter les dirigeants congolais. J'ose croire que certains sont en train de nous écouter. Il y a une forte communauté congolaise au Cameroun qui nous Déjà, regarde tous les jours. Voilà. Il y a une forte, il y a que la télévision du monde est sur le bouquet Canalsat. Voilà. Position 305, donc Voilà. certainement ils nous regardent. Nous savons que la prolifération des candidatures face à un régime qui est totalitaire, qui est implanté, qui a la force avec lui, la prolifération des candidatures est contre-productive. On le sait, on l'a vu dans d'autres pays. Et le Congo démocratique nous a parlé tout récemment. En réussissant à empêcher M. Kabila de procéder à un tripatouillage de la Constitution, le Congo démocratique s'est montré uni dans son opposition, qui a lutté les uns à côté des autres dans une coordination bien admirable de la lutte qui a contraint M. Kabila à être obligé d'appliquer les accords de la Sainte-Sylvestre. Donc, pour nous qui voulions apprendre de l'expérience congolaise, nous ne pouvons qu'être très malheureux de voir que la suite de cette unité d'action, de cette culture de la lutte commune qui les a amenés à Genève pour trouver une candidature de large consensus puisse être mise à mal par quelques-uns. Mais il fallait aussi s'y attendre. D'où l'idée pour moi de dire à nos pères du Congo démocratique le fait que dans l'accord de Genève qui a donné la responsabilité à Martin Fayulu de conduire la lutte à l'occasion de ces élections,
cet accord ne peut pas être estompé. Parce que 2 ou 3 personnes ont refusé. Les 2 ou les 3 personnes qui sortent des accords de Genève sont des personnes qui doivent être combattues au même titre que le régime. C'est leur droit de sortir d'une convention, d'un accord qui était signé. Mais attendez. On l'a aussi vu au Cameroun, il y en a qui sont sortis des accords. Ce qui m'intéresse. Les conditions de ces accords sont louches. Personne d'entre nous ici ne sait comment ces accords se sont... Qui les a financés. Donc, le retrait... Je te remets la... Ah, voilà. Parce que vraiment, c'est ça la révolution. Allons-y, Abel Limbilobé. Les gens se sont assis. Tu es plus bavard que tout le monde. Les gens se sont assis. Ils se sont mis d'accord sur les conditions de désignation d'un de leurs. C'est ça, la parole donnée. Ils se sont donc mis d'accord sur le principe que ça ne sera pas eux tous. Ça ne sera que l'un d'entre eux. Ils se sont aussi mis d'accord, forcément, sur l'idée que chacun a la liberté d'aspirer. Mais chacun n'a pas la liberté de dénoncer ce qu'on a acquis ensemble. Vu comme cela, il y a à la fois une question politique, mais il y a aussi une question d'honnêteté et de transparence, dont on ne peut pas se départir dans ce genre de choses. Je dis aux Congolais, l'accord n'est pas mort. L'accord doit être au-dessus des éléments que veulent lui imposer 2 ou 3 personnes qui, sous le prétexte de leur base, alors qu'ils sont allés à Genève, avaient-ils consulté leur base? Si c'était eux, si c'était Félix Tshisekedi qui avait été désigné, sa base aurait-elle eu un mot à dire? Pourquoi c'est quand il n'a pas été désigné que sa base doit avoir un mot à dire? Donc nous sommes dans des spéculations et j'ajoute, peut-être pour sortir de là, que nous avons vu qu'il ne suffit pas qu'un parti soit grand pour que dans les conditions des élections africaines, qu'il les remporte. Il ne suffit pas pour un parti d'avoir eu un leader charismatique dont le charisme est incontesté, Étienne Tshisekedi, pour croire que son successeur a le même potentiel politique que lui. Quant à Martin Fayoulou, mais c'est qui? Martin, c'est quelqu'un qui a déjà gagné les élections législatives 2 fois. Au moment où nous parlons, il est député. Et Tshisekedi n'est pas député. C'est pas le même contexte en même temps. Non, je veux tout simplement montrer que nous avons affaire. Ceux qui ont désigné Martin à Genève ne l'ont pas désigné sur la foi. D'accord. On a compris. Des considérations simplistes. Merci beaucoup. Pour que les gens sortent pour s'aborder. Merci Abel et Billy. Pour compléter un peu ce que disait Elimbi Lobé, je dois dire que Tshisekedi Félix est arrivé. C'est le fils de son père, n'est-ce pas? Le secrétaire général de son parti ne le laisse pas respirer. Vous comprenez? Parce qu'il a été le premier à dénoncer cela. Si vous prenez Kamere, Kamere c'est quelqu'un qui a servi. Mais bien sûr. N'est-ce pas? Qui a servi et il est devenu opposant. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand vous parlez de Martin Fayoulou, aussi a servi. Fayoulou, tous les Congolais sont d'accord qu'il a une rectitude morale, que c'est quelqu'un qui est assez constant, mais l'avantage de ce qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était qu'ils s'engageaient pour une transition de 2 ans. Vous comprenez? Quand vous regardez le président actuel, c'est 2016. 2016, 2018, ça fait pas 2 ans. Ça fait 2 ans. Qui ne devrait plus être là. Président, ouais. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte de supporter 2 ans pour remettre le pays à plat? Alors, par contre, j'ai une question. Afin que les choses puissent se développer. J'ai une question. Peut-être, vous vouliez compléter également? Oui, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Vous savez, nous ne connaissons pas, nous tous autant que nous sommes ici, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants des accords de Genève. Dans quelles circonstances ces accords ont été élaborés, ont été même organisés. On ne sait pas très bien
pourquoi, comment il s'appelle, Caméré et l'autre, ont fait un rétropédalage. Il faudrait aller au fond de l'investigation. Toutefois, ce qu'il faudrait dire ici, c'est que moi, je me méfie particulièrement de quelqu'un comme Fayoulou, qui a le soutien subi de Katumbi et de Bemba. Il faut interroger ces soutiens-là. C'est parce qu'ils ne peuvent pas être candidats. Voilà. Ils ne peuvent pas être candidats. D'accord, ils peuvent être candidats. Alors, Cyril Sambaka, une question pour vous et les autres panélistes de ce soir. Est-ce que finalement, les oppositions africaines sont maudites? Elles n'arrivent véritablement pas à construire un idéal politique qui draine derrière cette opposition-là la masse populaire, donc d'impulser un changement. Non, je pense que les oppositions africaines ne sont pas maudites. Le problème, c'est que les gouvernements... Ça se divise partout. Non, les gouvernements... En Côte d'Ivoire, au Zimbabwe, au Cameroun... Les gouvernements africains sont maudits, oui. Pourquoi? Parce qu'un jeu électoral part sur une base consensuelle. Où est le consensus? Quand Kabila dit qu'il va mettre les appareils électroniques pour faire les comptages, est-ce que les autres sont d'accord avec cela? Donc, je pense que pour arriver à avoir des élections apaisées, pour avoir des élections justes et transparentes, il faut qu'on se mette autour d'une table pour définir les règles du jeu et qu'elles soient consensuelles. Tant que les règles du jeu ne sont pas consensuelles et que ceux qui sont au pouvoir continuent à manipuler, forcément, un jour ça va cracher et puis voilà, les gens ne peuvent pas être d'accord. Alors que si on part sur des bases, l'Afrique, il faut bâtir les fondations de l'Afrique. Les fondations de l'Afrique ne peuvent pas être bâties par un camp, par un lobby. C'est bâti par tous les Camerounais de manière consensuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on l'aura compris, quand on l'aura mis en place, à ce moment-là, il n'y aura plus de contestation. À ce moment-là, le peuple pourra choisir tranquillement et librement. À ce moment-là, le peuple pourra surtout regarder les programmes des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne regarde pas les programmes des gens. On va comme ça suivant les foules, on va suivant les ethnies, on va suivant toutes choses qui ne contribuent qu'à freiner l'Afrique. Et je vous détermine en disant que le jour, comme l'a dit Lumumba, le jour où on pourra écrire notre vraie histoire, ça sera une histoire de gloire. Et ça, le Congo démocratique et le Cameroun sont interpellés pour que cette Afrique se lève. D'accord. Abel Limbilobé. Vous étiez de l'opposition, vous restez même d'ailleurs membre de l'opposition. Vous avez milité par exemple au Cameroun lors de la présidentielle dernière pour la mise en place d'une coalition. Ça n'a pas marché. Vous voyez qu'en République démocratique du Congo, ça ne marche pas. Que se passe dans les oppositions africaines? Je souffre de ce qui se passe en République démocratique du Congo. J'ai été très heureux d'apprendre l'accord de Genève. Et je me suis déçu après. J'ai constaté que les vieux démons ressurgissent. Mais je reste tourné vers la réussite de la Gambie, du Sénégal, pour rester un homme qui espère que la sagesse nous gagnera. À ceux du Cameroun, qui n'ont pas été sages, ils voient eux-mêmes les turpitudes dans lesquelles ils nous ont mis. Ils voient. Quand on n'a pas voulu d'un accord pour une coalition qui pourrait ne pas le désigner, il voit qu'il n'a pas gagné les élections à cause de cela. Kabel Libi voit aussi, eux tous voient qu'on a échoué à cause de leur comportement. Nous avons les élections législatives qui arrivent, qui sont la dernière opportunité du cycle politique qui s'achève. M. Biya a déjà gagné la présidence, mais nous pouvons encore gagner le gouvernement en ayant la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a que deux options. Soit nous nous inspirons des comportements qui ont eu cours il y a quelques mois et qui nous ont amenés à l'échec, et alors nous allons échouer, soit nous changeons radicalement de braquet. À eux tous,
Je l'ai regardé ce morceau. C'est de la Bible. Bien sûr. Qui sort dans Proverbes chapitre 6, verset 12 jusqu'à 15, que je vais lire. Vous n'avez pas lu les 3 chapitres? Non, c'est très court. D'accord, allons-y. C'est un roi qui parle. Très rapidement. Un vaurien, un homme malfaisant, marche, usant d'un langage tortueux. Il cligne de l'œil, fait des signes avec son pied, indique avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il trame tout le temps quelque chose de mauvais. Sans cesse, il déchaîne des disputes. C'est pourquoi son désastre viendra soudain. En un instant, il sera brisé et il n'y aura pas de guérison. Camto est brisé. Cabral est brisé. Aussi est brisé. Tous sont brisés parce qu'ils ont été des hommes malfaisants. C'est de nos frères congolais que toute l'Afrique regarde. Je leur demande de s'inspirer de la petite Gambie, du petit Sénégal. Abdoulaye Wade n'a vaincu Abdou Diouf que grâce à une coalition. Lui-même a oublié qu'il était le produit d'une coalition et a été gagné par des idées malfaisantes visant à se maintenir aux affaires. Il a été défait par une coalition. Ce qui nous montre que en l'état actuel des états d'esprit des acteurs politiques, l'union, la mutualisation des forces face au régime totalitaire solidement implanté partout est indispensable pour un passage obligé. Merci beaucoup. On va clôturer avec Monsieur Malangé Yeke sur plateau. À quand une véritable opposition en Afrique? Bon, vous voyez, les Africains ne sont pas fondamentalement chrétiens. Une sagesse bouddhique dit que les hommes sages transforment le poison en élixir. Donc, nos frères congolais, la balle reste encore dans leur camp. Tout ce qui a été dit ici, tous les enseignements que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé chez nous ici, comme le dit le frère Abel Limbilo, qui reste encore une troisième mi-temps à jouer pour nous ici. Mais pour nos frères congolais, regardez bien, vous avez encore la campagne commence, je crois, demain. Demain, oui. Regardez, observez bien, regardez-les bien. Beaucoup de ces gens-là sont marqués du signe, du mauvais signe. Regardez-les bien, vous avez la capacité de les voir. Ne votez qu'en toute connaissance de cause. Surtout que on vous dit qu'il y a même encore des machines à compter qui arrivent de Corée. Soyez très vigilants. Inspirez-vous de ce qui s'est passé partout, comme chez nous ici et partout ailleurs. Regardez-les bien, regardez bien les fronts de ces gens-là. Vous verrez un signe. Quand vous verrez des signes, transformez le poison en élixir. Merci à vous. Bonsoir le panel. Pouvez-vous me renseigner sur les restes d'Étienne Tshisekedi? Il n'est pas encore enterré, si c'est ce que vous voulez savoir. Il n'est toujours pas enterré. Si oui, c'est Aïdjo de Yaoundé qui a envoyé le message. Alors, M. Étienne Tshisekedi n'est pas encore enterré. Il est toujours dans une... on va dire quoi, dans un établissement hospitalier du côté de Genève, pardon, de Bruxelles, où il attend toujours d'avoir des obsèques officielles, puisque entre sa famille nucléaire et les autorités congolaises, il n'y a toujours pas eu cette entente parfaite. Donc, on a embaumé le corps, on attend d'en savoir davantage sur la suite. Alors, salut à votre riche panel. De quel parti politique est M. Limbilobé? Il n'a pas de parti politique pour l'instant. Il gagnerait à militer, M. Limbilobé. On vous demande de militer pour le MRC, compte tenu de votre réalisme politique. Dis-lui que c'est non. C'est M. Manga de Yaoundé qui a envoyé ce SMS. M. Manga, c'est non. Alors, l'opposition congolaise est comme celle du Cameroun, c'est-à-dire montée par le gouvernement. C'est un Congolais qui envoie ce SMS. Et Abel Limbilobé, bonjour à vous. Vous bavardez beaucoup. L'Union africaine travaille, même si vous ne le reconnaissez pas et vous ne le voyez pas. C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS. Il n'a malheureusement pas signé.
Bonsoir à vous sur le plateau. N'appelez pas, s'il vous plaît, envoyez simplement votre SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Je crois que M. Limbilobet devrait oublier la politique, car ses idées restent belles, mais d'une personne qui pense uniquement à l'échec de ceux qui peuvent mieux faire que lui en politique. Et puis, ces deux derniers SMS que nous avons lus ce soir, nous avons choisi de lire. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste rappeler aux opposants africains que les peuples sont désormais matures, donc on n'a plus besoin de la rue pour d'éventuels changements. Et puis le dernier, bonsoir, M. Kamto n'est plus crédible une fois que M. Kamto n'est pas patriote, c'est un opportuniste. C'est donc avec ce SMS que nous allons clôturer cette autre livraison de Tout au clair de ce soir. Merci à vous, merci à Belle Limbilobet. Oui, merci. Je te remercie, je te remercie. Oui, on n'a pas le temps. Je voulais simplement... Je voulais simplement dire... Oui, j'ai ces deux lignes pour dire à mes frères du Congo que, et surtout à Félix Tshisekedi, je lui ai gardé ce morceau qui sort dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 18. Je suis heureux de savoir que les Africains ne sont pas plus bouddhistes que chrétiens. Ce morceau dit que avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, l'esprit hautain. Merci beaucoup à vous, Abel Limbilobet. Les écoulements on espère vous revoir très bientôt. Si vous m'invitez, je viendrai, mais je terminerai en disant tout simplement que l'Afrique a besoin de refondation. Et cette refondation part sur un consensus. Dès que le consensus sera là, l'Afrique jaillira. Monsieur Marcel Malanga-Yeke, merci encore. C'est un bonheur de vous avoir toujours. La révolution mentale. On sait que vous êtes pour la révolution et que mentale. On espère qu'elle va également se mettre en place. Mesdames et messieurs, c'était tout au clair de ce mercredi. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres problématiques et de nouveaux invités. Restez sur la télévision du Monde. Bonsoir.